La Révolution française a eu des causes générales communes à toutes les révolutions d'Occident à la fin du XVIIIe siècle et des causes particulières qui expliquent qu'elle ait été de loin la plus violente et la plus universellement significative de ces révolutions. La première des causes générales est la structure sociale de l'Occident. Toutefois, les historiens évoquent une grande variété de causes pour la Révolution française, mais ils s'accordent tous à dire que les excès dont jouissait la classe dirigeante en étaient le principal facteur. S'isolant dans un lointain palais de campagne, le roi et sa cour prenaient des décisions irréfléchies les unes après les autres. Leur extravagance croissante a conduit les Français à remettre en question le rôle de la monarchie et à se demander si le temps n'était pas venu d'adopter une forme de gouvernement plus démocratique pour faire face à cette corruption. Dans tous les cas, nous allons ensemble examiner dans cette nouvelle vidéo les 11 façons par lesquelles la corruption a conduit à la Révolution française du XIXe siècle. Mais avant de commencer, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur des histoires similaires. Aussi, nous vous serions très reconnaissants de laisser un commentaire et de nous dire quels autres sujets révolutionnaires vous aimeriez entendre parler sur notre chaîne. C'est bon, assez parlé, entrons dès à présent dans le vif du sujet. C'est d'abord quoi la Révolution française ? La Révolution française est une période de grands bouleversements sociaux qui débute en 1787 et s'achève en 1799. Elle vise à bouleverser les rapports entre les gouvernants et les gouvernés et à redéfinir la nature du pouvoir politique. Elle s'est déroulée dans un processus de va-et-vient entre les forces révolutionnaires et réactionnaires. Mais alors, pourquoi la Révolution française a-t-elle eu lieu ? Il y avait de nombreuses raisons. La bourgeoisie, commerçants, industriels, professions libérales avaient conquis le pouvoir financier, mais étaient exclus du pouvoir politique. Ceux qui étaient socialement en dessous d'eux avaient très peu de droits, et la plupart étaient aussi de plus en plus appauvris. La monarchie n'était plus considérée comme divinement ordonnée. Le roi a cherché à augmenter le fardeau fiscal des pauvres et à l'étendre aux classes qui en étaient auparavant exemptées. La révolution est devenue presque inévitable. Louis, le 14e roi connu sous le nom de Soleil, a gouverné la France en cultivant et en contrôlant un culte royal centré sur lui-même. Ce culte était soigneusement géré et, à la grande surprise de tous, excluait totalement la classe ouvrière et les pauvres de la nation. En fait, en 1682, Louis déplace la capitale à Versailles, un pavillon de chasse qu'il possède en dehors de Paris. C'est de là que la monarchie régnera jusqu'en 1789, dans le très isolé Versailles. Les membres de la famille royale et leur cour se perdent dans un dédale de protocoles, rituels et d'hédonisme qui les coupent presque totalement de l'existence quotidienne des Parisiens ordinaires. Finalement, le 4 octobre 1789, des milliers de Parisiennes marchent jusqu'à Versailles et exigent que le roi Louis et les autres membres de la famille royale reviennent dans la ville avec elles. Après près de 24 heures de protestation, le roi accepte de rentrer à Paris. Louis XVI était connu pour être un mari fidèle. Cependant, son grand-père, Louis XV, était tristement célèbre pour ne pas l'être. Les Français ne l'auraient pas probablement jugé trop sévèrement pour ses infidélités si ses femmes avaient été de simples compagnes. Mais Louis avait la fâcheuse habitude de donner à ses maîtresses des pouvoirs officiels. L'une de ses maîtresses, connue sous le nom de Madame de Pompadour, devint très influente dans la politique de Louis et le conseilla même sur plusieurs questions internationales. En termes modernes, ce serait comme si JFK avait fait de Marilyn Monroe la secrétaire d'État. Le peuple français considère l'influence indue de Pompadour comme despotique et son mécontentement commence à fermenter en un esprit révolutionnaire. Marie-Antoinette avait des goûts de luxe. Pour le peuple français, sa reine née à l'étranger est devenue la personnification de l'extravagance à la cour royale. L'une de ses habitudes coûteuses était un amour profond et durable du chocolat. Beaucoup d'anciens rois français étaient également des amateurs de chocolat, mais Antoinette aimait tellement ce produit qu'elle a fait venir de Vienne son propre chef chocolatier. Il reçut le titre de chocolatier de la reine et son travail consistait à inventer de nouvelles recettes à base de chocolat pour son Altesse royale, tel un Willy Wonka français. À la fin du XVIIIe siècle, le chocolat était de plus en plus accessible au grand public, mais il était encore considéré comme une friandise d'élite. C'est probablement la raison pour laquelle l'image publique de Marie n'a pas beaucoup progressé lorsqu'on a appris qu'elle commençait chaque jour par une tasse de cacao fumante avec de la crème fouettée. Si l'on ajoute à cela son appétit dispendieux pour les dernières modes et un style personnel dont seul le travail consistait à créer des coiffures exagérées, la reine est devenue une ennemie publique. Lorsque Louis XVI monta sur le trône en 1774, il offrit à Marie-Antoinette un petit palais sur l'état de Versailles appelé Petit Trianon, ne lésinant sur aucune dépense, ce qui semblait être son typique mot Antoinette. Elle fait entièrement redécorer le palais, qui avait été construit à l'origine pour Madame de Pompadour, afin de l'adapter à ses propres goûts et à son esthétique. Le petit tournant devient la retraite d'Antoinette loin de la vie de cour. Le palais possédait un jardin anglais et une ferme où Marie pouvait vivre ce qu'elle considérait comme une existence rurale idéale. Ironiquement,
L'intimité et la paix qu'elle recherchait à la petite Tournon lui valent d'être la cible de critiques encore plus vives. Le public pense que ces retraites équivalent à un rejet de son rôle dans la politique royale. Il la soupçonne de ne vouloir de l'intimité que parce qu'elle est probablement mal intentionnée. Le comportement du roi et de la famille royale n'est pas le seul facteur à l'origine de la Révolution. Le traitement trop favorable réservé à l'aristocratie française, qui était étroitement liée à la monarchie, en est une autre cause. Au cours des siècles précédant la Révolution française, des attaques connues sous le nom de TIE ont vu le jour, et la responsabilité de leur paiement incombait aux paysans et aux non-nobles. Si les lois et les règles spécifiques régissant cet impôt ont changé au fil du temps, la seule chose qui n'a jamais changé est que l'aristocratie était exemptée de le payer. Il s'agissait d'un impôt direct basé sur la propriété foncière, mais c'était loin d'être le seul impôt auquel les non-nobles étaient soumis. Quant à l'aristocrate, tout l'argent qu'elle économisait sur les impôts était dépensé sans compter dans des bals masqués, joués aux tables de jeu et dans les casinos, et utilisé pour construire de magnifiques domaines. Il n'est pas surprenant que le ressentiment à l'égard de l'aristocratie se soit accru et soit devenu une raison majeure de l'avènement de la Révolution. En 1778, les États-Unis sont profondément engagés dans la Révolution américaine contre la Grande-Bretagne. La France, qui n'aime pas trop les Britanniques, reconnaît les États-Unis comme un pays souverain et s'engage à les soutenir militairement. Cependant, aider une bande de rebelles désorganisés à s'attaquer à l'empire le plus redoutable du monde n'était pas donné. La poursuite de la guerre franco-indienne, un conflit de longue date avec les Britanniques dans le Nouveau Monde, a coûté aux Français 1,3 milliard de livres, ce qui équivaut aujourd'hui à des centaines de milliards de dollars. La crise financière des années 1780 n'étant toujours pas terminée. Le soutien à la cause américaine enfonce encore plus la France dans la dette. Ce n'est qu'un griffe de plus qui a conduit à la Révolution. Il y avait de nombreuses raisons qui ont conduit à la Révolution. Cependant, elles n'étaient pas toutes vraies. Les théories du complot, les ragots, les rumeurs et les scandales ont également contribué à façonner la perception du grand public à l'égard de la classe dirigeante. Et à la fin des années 1780, ces perceptions étaient tout sauf positives. L'une de ces rumeurs concerne le pocket de famine. La France avait connu de fréquentes famines et de pénuries alimentaires et une théorie de la conspiration qui l'expliquait commençait à s'imposer. Selon cette théorie, la famille royale retenait la nourriture des gens du peuple et la gardait pour elle et les autres élites. Ces pénuries alimentaires chroniques sont peut-être à l'origine de la croyance selon laquelle Marie-Antoinette aurait froidement ignoré la détresse de son peuple en disant « laissez-les manger du gâteau ». Cependant, si la faim était réelle, la situation ne l'était pas. Elle provient en fait d'un livre du philosophe Jean-Jacques Rousseau qu'il attribue à une jeune princesse. Marie n'avait que 9 ans lorsque le livre a été publié. Il est donc fort probable que ce n'était pas elle. Avant la Révolution, la France était une société stratifiée, divisée en classes sociales appelées domaines et fondée sur l'ordre mondial de l'époque médiévale. Il y avait 3 domaines. Le premier était le clergé, le second était la noblesse et le troisième était absolument tout le monde, des riches marchands aux pauvres fermiers. Lorsque le roi fait appel à eux, ce qui est certes rare, les 3 domaines se réunissent en une sorte de parlement. C'est le cas en 1789, lorsqu'une crise financière pousse Louis XVI à prendre des risques et à convoquer les États généraux. Ça ne s'est pas bien passé. Le troisième pouvoir qui, ne l'oublions pas, comprenait les pauvres et les opprimés et a tenté de s'emparer d'une plus grande influence politique et d'un plus grand pouvoir pour le roi, qui n'en avait pas et a décidé de faire quelque chose d'incroyablement mesquin. Il a physiquement exclu les représentants du troisième pouvoir de la Réunion. Comme vous pouvez l'imaginer, ils n'étaient pas contents. Leurs représentants se réunissent à nouveau sur un court de tennis voisin où ils jurent de rédiger une constitution qui corrigera tous les maux dont souffrent les classes dirigeantes de la France. Bien que l'on pense que Louis XVI avait de bonnes intentions, il n'était pas très doué en politique et prenait souvent des décisions qui n'avaient pas le même ton. Prenons par exemple le cas de Jack Necker, le ministre de France que le roi a renvoyé. Le problème est que bien que Louis ne s'en rende pas compte, Necker est devenu un héros parmi les gens du peuple. Le ministre populaire avait défendu plusieurs réformes financières et tenté de faire connaître la situation financière de l'État à l'ensemble de la population. La famille royale, quant à elle, décide de le rendre responsable de la crise de la dette qui s'aggrave. Marie-Antoinette elle-même était l'un de ses plus redoutables ennemis. Aussi, lorsque son mari renvoie Necker le 11 juillet 1789, le peuple français ne le prend pas bien. Cette décision renforce le sentiment croissant que le roi est corrompu. Et à peine 3 jours plus tard, un groupe de Parisiens prend l'assaut de la Bastille, mettant le feu aux poudres de la Révolution. Lorsque la Révolution arrive, tous les membres de la famille royale française n'y sont pas opposés. En fait, au moins un membre subalterne de la famille royale des Bourbons y a participé très activement. Cet homme était Louis-Philippe, le deuxième duc de Léon et prince du sang. Avant la Révolution, Louis-Philippe et sa femme n'entretenaient pas les meilleures relations avec Louis XVI et Marie-Antoinette. En même temps,
Ils étaient très populaires auprès des gens du peuple de Paris. Pendant la Révolution, Louis-Philippe et son épouse se sont rangés du côté des révolutionnaires et ont même apporté une aide directe aux infâmes jacobins. La loyauté dont Louis-Philippe a fait preuve envers la Révolution et le peuple français n'a malheureusement pas suffi à le sauver. Le 6 novembre 1793, il suit le reste de sa famille à la guillotine. Contrairement à son grand-père, qui avait la réputation d'être un hédoniste égoïste, Louis XVI prend son rôle de roi au sérieux. Au début de son règne, il fait preuve d'une grande compétence dans l'exercice de ses fonctions. Mais à la fin, il ne l'est plus vraiment. La seule chose pour laquelle Louis s'est montré vraiment efficace est de motiver le peuple français à mettre fin à la monarchie une fois pour toutes. On dit que Louis, qui était connu pour être assez timide, manquait de confiance dans sa propre capacité à prendre des décisions et doutait de plus en plus qu'il avait ce qu'il fallait pour résoudre les problèmes complexes de la France. Il se sentait dépassé et se retirait lentement du monde politique. Ces caractéristiques sont typiques de la dépression, ce qui a conduit certains historiens à suggérer que Louis aurait souffert de cette maladie. Le peuple français, cependant, ne se soucie guère des raisons de l'échec de Louis. Son comportement introverti lui vaut peu d'admirateurs et ne fait que convaincre le public qu'il est inapte à gouverner. Et le 21 janvier 1793, Louis est décapité sur la plaza de la Révolution. Dès lors, qu'en pensez-vous de cette nouvelle vidéo à propos de 11 façons dont la corruption a conduit à la Révolution française? La Révolution française valait-elle la peine d'être combattue? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires, abonnez-vous et activez la cloche de notification, et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines vidéos pour plus de décryptage à propos des histoires similaires. Et pendant que vous y êtes encore, nous vous invitons à visiter notre chaîne pour regarder d'autres histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Merci une fois de plus, et comme toujours, portez-vous bien.